Ma mère a dit, l'air de rien, fais tes valises. Les enfants de ton frère ont plus besoin de cette maison que toi. J'ai fermé la porte et j'ai parlé via l'interphone. Si vous revenez, vous repartirez dans une voiture de police. J'habite dans une banlieue calme et verdoyante d'Atlanta, en Géorgie. Je travaille entièrement à distance depuis début 2019, bien avant que le monde ne se confine, et ma carrière, bien qu'incroyablement exigeante, est très gratifiante. Il y a 2 ans, j'ai enfin économisé assez pour acheter la maison de mes rêves, une magnifique demeure historique de style artisanal des années 1920. C'est une propriété modeste mais spacieuse de 4 chambres, d'environ 200 mètres carrés, que je rénove lentement et minutieusement de mes propres mains. C'est ma plus grande fierté. Mon frère aîné, David, 36 ans, vit à environ 30 minutes avec sa femme, Sarah, 34 ans, et leurs 3 jeunes enfants, Léo, 9 ans, Mia, 7 ans, et Noah, 4 ans. Ils vivent actuellement dans un appartement de 2 chambres, exigu et démodé, à côté d'une autoroute bruyante. David est directeur adjoint dans un grand magasin de bricolage. Je respecte mon frère et je sais que la gestion dans la vente au détail est un travail éreintant, mais il y a une différence de revenus significative entre nous. Je gagne environ 4 fois son salaire. Le cauchemar a commencé il y a 2 semaines, lors d'un banal dîner de famille dominical chez mes parents. Ma mère, Hélène, 61 ans, et mon père, Robert, 63 ans, nous recevaient. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger, dégustant un rôti, quand ma mère a commencé à poser des questions très pointues, et étrangement spécifiques, sur mon emploi du temps quotidien. Alors, Alex, tu restes vraiment assis à ce bureau toute la journée? Tu ne sors jamais de la maison pour aller quelque part, a-t-elle demandé en me passant la purée. J'ai soupiré, ayant déjà expliqué cela probablement une centaine de fois. Oui, maman. Je travaille de la maison, mais je travaille activement. J'enchaîne les réunions vidéo. J'écris du code complexe. Je dirige une équipe de 15 ingénieurs sur 3 fuseaux horaires différents et je supervise des migrations de serveurs massives. C'est un travail très intense. Mon père a ricané en prenant une gorgée de sa bière. D'accord. Mais ce n'est pas comme un vrai travail où tu dois te présenter physiquement quelque part, pointer et transpirer un peu, n'est-ce pas? Ce n'est que de la frappe. J'aurais dû voir les énormes signaux d'alarme qui clignotaient sous mon nez, mais j'ai été pris complètement au dépourvu lorsque ma mère a posé sa fourchette, a joint ses mains et a dit, « Eh bien. Ton père et moi avons réfléchi. Puisque tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace dans ta grande maison, et qu'il te faut juste un bureau et une connexion Internet, ne serait-il pas beaucoup plus logique que David, Sarah et les enfants vivent dans ta maison? Toi. Tu pourrais t'installer dans notre sous-sol. Nous terminons les cloisons sèches le mois prochain, et nous pourrions te mettre un joli tapis. » J'ai littéralement éclaté de rire. J'ai cru à une blague pince sans rire et bizarre. Ce n'en était pas une. Mon père s'est soudainement levé de table, s'est dirigé vers le salon et est revenu avec son iPad. Il s'est lancé dans une véritable présentation PowerPoint, avec des codes couleurs, qu'il avait apparemment passé des jours à préparer. Elle était intitulée « Stratégie de réaffectation des ressources familiales ». Je suis resté là, complètement paralysé par le choc, pendant que mon propre père présentait ses points. Point 1. Comme je travaille de la maison, je n'ai pas besoin d'une structure de logement traditionnelle. Point 2. Une famille avec 3 enfants en pleine croissance a des besoins d'espace légitimes qui priment sur le confort d'un célibataire. Point 3. Le sous-sol serait l'environnement douillet parfait pour un jeune homme célibataire qui n'a besoin que du Wi-Fi et d'un micro-ondes. Point 4. Ce serait l'acte ultime d'aide à la famille et l'accomplissement de mon devoir de jeune frère solidaire. Point 5. Il m'autoriserait généreusement à utiliser la salle de bain des invités au rez-de-chaussée pendant les heures de bureau, à condition que je la nettoie chaque semaine. Je suis resté là, absolument abasourdi, la mâchoire m'en tombant, tandis que David, mal à l'aise, poussait les petits pois dans son assiette, refusant de croiser mon regard. Sarah, en revanche, rayonnait pratiquement. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Oh, nous ne pourrions jamais lui demander ça ». Mais elle le disait sur ce ton mielleux à en vomir qui vous fait comprendre qu'elle était déjà en train de choisir mentalement les rideaux de mon salon et de décider où placer sa décoration, chic de ferme. Vous plaisantez, ai-je finalement réussi à articuler, en les fixant. Vous voulez sérieusement que j'abandonne la magnifique maison historique que j'ai achetée avec mon propre argent, durement gagné, que je bouleverse toute ma vie pour emménager dans votre sous-sol humide et inachevé, juste parce que mon travail est à distance? Le visage de ma mère s'est durci. Eh bien,
Alex, ce n'est pas comme si tu utilisais la maison correctement. Les enfants de David dorment les uns sur les autres. Ils ont besoin de vraies chambres. Toi, tu as 2 pièces complètement vides que tu utilises juste pour ton petit bureau ridicule et tes passe-temps. C'est un gaspillage incroyable, alors que ta propre famille a besoin d'un vrai logement. Les passe-temps auxquels elle faisait référence, c'est mon studio d'ingénierie audio professionnelle. Je mixe et masterise des podcasts et des morceaux de musique indépendants comme activité secondaire, ce qui me rapporte 2500 € supplémentaires par mois, en plus de mon salaire dans la tech. C'est une source de revenus secondaires légitime, avec une insonorisation coûteuse et un équipement haut de gamme. J'ai essayé de leur expliquer la réalité. Je leur ai dit que j'avais acheté ma maison avec mon propre argent. Je paie l'énorme hypothèque. Je paie les impôts fonciers, l'assurance habitation, les factures de services publics élevées et les frais d'entretien. Mon père a carrément frappé la table de sa main et a crié « Mais tu as gagné cet argent en restant assis sur ton cul à la maison en pyjama. » Ce n'est pas la même chose que David. Qui doit faire 1 heure de trajet chaque jour et rester debout pour s'occuper des clients dans un vrai travail. Il mérite une maison comme celle-là. J'ai quitté le dîner immédiatement. J'ai conduit jusqu'à chez moi, tremblant de colère, en supposant qu'après une nuit de sommeil, ils réaliseraient à quel point leur proposition était complètement folle et juridiquement impossible. Au lieu de ça, la situation a empiré. Le lendemain matin, j'ai commencé à recevoir un déluge de SMS de ma mère. Elle m'envoyait des liens vers des couleurs de peinture pour sous-sol, me demandant si je préférais un gris agréable ou un beige accessible. Elle me demandait si je voulais de la moquette bon marché ou un sol stratifié dans ma nouvelle zone de sous-sol. Elle m'a même envoyé un plan dessiné à la main avec de petits carrés intitulés « Coin bureau d'Alex » et « Couchette d'Alex ». Hier après-midi, elle m'a envoyé un SMS me demandant de laisser mes clés de rechange sous le paillasson pour qu'elle et Sarah puissent venir, pendant que je jouais sur l'ordinateur, afin de mesurer les nouvelles chambres des enfants. J'ai répondu par un non ferme et sans équivoque. Je lui ai dit qu'elle n'aurait jamais les clés de ma maison et de laisser tomber cette illusion psychotique immédiatement. Elle a répondu que j'étais un porc égoïste et avide qui accumulait les ressources familiales. Mon père m'a appelé tard hier soir, laissant un message vocal furieux, déclarant qu'il avait profondément honte de mon manque de valeur familiale et qu'un homme qui travaille en pyjama n'a aucun droit d'empêcher une vraie famille de rester piégée dans un minuscule appartement. Pour information, je ne travaille pas en pyjama. Je m'habille en tenue professionnelle décontractée pour mes appels vidéo quotidiens. Je gère une infrastructure critique qui traite des millions de transactions financières chaque jour. Mais apparemment, parce que je le fais depuis mon bureau à domicile au lieu de me rendre dans un misérable open space gris, je n'ai pas un vrai travail qui mérite un vrai logement. Suis-je en train de perdre la tête? Comment leur faire comprendre? Comment leur faire réaliser que travailler à distance ne signifie pas que je joue à un faux travail en squattant une maison que je ne mérite pas? Eddie, pour répondre à quelques questions fréquentes des commentaires, non, je ne peux pas simplement leur donner la maison, même si je le voulais. L'hypothèque est uniquement à mon nom et le crédit de David est terrible. Il ne pourrait pas reprendre les paiements s'il essayait. De plus, j'ai proposé par le passé de payer à David une formation certifiante en informatique pour qu'il puisse obtenir un emploi à distance dans mon entreprise. Il a refusé, disant qu'il n'est pas un nerd de l'informatique et qu'il préfère un travail honnête. Enfin, oui. David a toujours été l'enfant prodige, tandis que j'étais le nerd silencieux. Ils m'ont ignoré, jusqu'à ce qu'ils réalisent que j'avais de l'argent. Mise à jour 1, 2 semaines plus tard je n'arrive pas à croire que je suis assis ici à écrire cette mise à jour, mais les choses ont dégénéré bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes pires cauchemars. Merci à tous ceux qui ont commenté mon message initial, validant ma réalité et confirmant que non, je ne suis pas fou, et oui, mes parents ont complètement perdu la tête. Après mon premier message, j'ai essayé de faire preuve de maturité et de poser des limites fermes. Je suis allé chez mes parents et j'ai eu une conversation calme avec eux. J'ai expliqué clairement que ma maison est ma propriété privée, achetée avec mon propre argent, et qu'elle n'est pas un bien familial commun à se partager. J'ai cru que nous avions enfin trouvé un terrain d'entente quand ils ont tous les deux hoché la tête en silence. Ma mère m'a même tapoté la main et a dit « Nous t'entendons, chérie. Nous comprenons. » J'aurais dû savoir que c'était un piège quand elle a immédiatement enchaîné avec « Alors, quel jour de la semaine prochaine t'arrange le mieux pour commencer à déménager tes cartons ici ?» Mardi dernier, l'impensable s'est produit. J'étais en pleine réunion de déploiement de serveurs,
extrêmement critique et à haut risque, avec notre équipe de direction. Mon écran partageait des données en direct. Soudain, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement et les notifications de ma sonnette vidéo se sont déchaînées. Je me suis rapidement excusé auprès de mon équipe, j'ai coupé mon micro, éteint ma caméra et vérifié le flux vidéo en direct. Mes parents se tenaient sur mon porche. Derrière eux, il y avait David, Sarah et, je ne plaisante pas, un énorme camion de déménagement U-Haul de 8 mètres, garé illégalement en travers de mon allée. Deux gaillards costauds que je ne reconnaissais pas abaissaient déjà la rampe. J'ai réactivé mon micro juste assez longtemps pour dire à mon vice-président que j'avais une grave urgence familiale et que je devais quitter l'appel immédiatement. J'ai dévalé les escaliers, le cœur battant à tout rompre, et j'ai ouvert la porte d'entrée d'un coup sec. Quand j'ai ouvert, ma mère a joyeusement tapé dans ses mains et a annoncé. Surprise. Nous sommes là pour aider à la grande transition. Sarah est tellement excitée d'entrer pour mesurer les fenêtres du salon pour ses nouveaux rideaux sur mesure. Quelle transition, ai-je hurlé, la voix brisée par l'incrédulité. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu mon père diriger déjà David et les deux déménageurs vers ma porte d'entrée, portant une pile de cartons aplatis. Mon père leur donnait bruyamment des instructions, nous allons d'abord emballer la chambre principale. Alex aura besoin d'un peu de temps pour démonter tous ces petits jouets informatiques dans la chambre d'amis. Je suis immédiatement sorti sur le porche et j'ai physiquement bloqué l'entrée avec mon corps. Absolument pas, arrêtez-vous là. Personne n'apportera un seul carton dans ma maison. Je veux que vous quittiez tous ma propriété immédiatement. Sarah, tenant un presse-papier et un mètre-ruban, a poussé un soupir théâtral et a eu l'audace pure et simple de dire « Alex, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Arrête d'être si égoïste et pense aux enfants. Tes neveux et nièces. » J'ai répliqué en la foudroyant du regard. Ils ont une maison, Sarah. Ce n'est juste pas ma maison. Ma mère s'est avancée et a physiquement essayé de me bousculer. Elle a posé ses mains sur ma poitrine et a poussé, essayant de se faufiler dans mon entrée tout en disant « Oh, arrête de faire ton cinéma, Alex. Nous en avons déjà discuté. Tu étais d'accord. » J'ai dit non, ai-je crié en repoussant ses mains. J'ai dit non à plusieurs reprises. Éloigne-toi de ma porte. C'est alors que mon père, d'un air suffisant, a sorti son smartphone et me l'a mis sous le nez. Il a ouvert une discussion de groupe dont je ne faisais manifestement pas partie. La discussion était intitulée « Déménagement d'Alex et préparation de la maison ». Ils avaient coordonné ce déménagement forcé pendant 1 semaine et demie dans mon dos. J'ai rapidement parcouru les messages. C'était écœurant. Il y avait Sarah qui demandait à ma mère les numéros de modèle de mes coûteux lave-linge et sèche-linge LG, pour s'assurer que ces réglages pour linge délicat étaient disponibles. Il y avait David qui demandait si mon garage était assez profond pour accueillir leurs 2 SUV, ou s'il devrait me forcer à garer ma voiture dans la rue en permanence. Il y avait ma mère qui assurait à tout le monde que le sol en béton du sous-sol serait parfaitement douillet pour moi, une fois qu'ils auraient jeté un tapis dessus. Et il y avait mon père, qui calculait littéralement combien d'argent ils économiseraient sur le loyer de David, suggérant d'utiliser l'argent supplémentaire pour des vacances en famille à Disney World, des vacances auxquelles je n'étais clairement pas invité. Ils avaient planifié cela comme si c'était un accord juridiquement contraignant, comme si ma maison n'était qu'un bien commun attendant qu'ils le redistribuent. J'ai tenu bon, les mains tremblantes de rage. Je vous donne exactement 10 secondes pour quitter ma propriété, ou je compose le 911 et je vous fais tous arrêter pour violation de propriété privée. Ma mère s'est instantanément mise à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des pleurs de fureur, de manipulation, de colère. Je n'arrive pas à te croire, a-t-elle hurlé, le visage devenant rouge. Je n'arrive pas à croire que tu menacerais ta propre famille avec la police, après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement, maman, ai-je demandé froidement. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé, a-t-elle crié. Il y a 20 ans, quand j'étais littéralement un enfant, ai-je hurlé en retour. C'était votre obligation légale en tant que parent. Mon père s'est approché, à quelques centimètres de mon visage, essayant de m'intimider physiquement. Surveille tonton avec ta mère, gamin. Un fils qui manque de respect à sa famille ne mérite quoi, papa, l'ai-je interrompu, en le regardant droit dans les yeux. De posséder sa propre maison. D'avoir des limites d'adulte de base. D'être traité comme un être humain au lieu d'un compte en banque. Termine ta phrase.
David a finalement pris la parole depuis la pelouse, l'air penaud. Écoute, Alex, mec. Je n'ai pas demandé que ça se passe comme ça aujourd'hui. Mais Sarah l'a immédiatement coupé, se plaçant devant lui. Mais puisque tes parents offrent la maison, ça aiderait vraiment les enfants d'avoir de vraies chambres. Léo partage une minuscule pièce avec les tout petits. Alex, et un cœur. J'ai regardé mon frère, dégoûté. Es-tu sérieusement d'accord avec ça, David? Es-tu d'accord pour littéralement voler la maison de ton petit frère? David a simplement haussé les épaules, baissant les yeux vers ses chaussures. Ce n'est pas du vol si maman et papa pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille dans son ensemble. C'en était trop. Tout le monde, hors de ma propriété, maintenant. La prochaine personne qui mettra le pied sur mon allée sans y être invité aura une escorte policière jusqu'à la prison du comté. Je suis sérieux. Alors qu'il reculait lentement et que les déménageurs refermaient maladroitement le camion, ma mère s'est retournée et a crié de toutes ses forces, pour que tout le quartier l'entende. Ce sous-sol sera fini, que ça te plaise ou non, Alex. Quand tu retrouveras enfin la raison et que tu cesseras d'être un gamin avide, ta couchette sera prête. Le camion est parti, mais le cauchemar ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 53 SMS non lus dans une toute nouvelle discussion de groupe appelée « Soutien à la transition d'Alex ». Ma mère avait recruté la famille élargie, c'est « Singe volant ». Tante Linda a écrit « Tellement fière d'Alex qui met enfin la famille en premier et aide son frère ». Oncle Richard a ajouté « Il était temps que le garçon grandisse et apprenne que la famille s'entraide. Fier de toi, mon fils. » Ma cousine Jennifer a renchéri, le sous-sol a l'air si sympa. Tu as tellement de chance de ne plus avoir à payer de loyer. Il tissait une toile de mensonges massive. J'ai envoyé un seul message définitif au groupe. Je ne déménage pas. Je ne renonce pas à la maison que j'ai achetée. Mes parents ont essayé de s'introduire illégalement chez moi avec un camion de déménagement. Toute personne qui se présentera sur ma propriété sera signalée à la police pour violation de domicile. Puis j'ai quitté définitivement la discussion. Ma mère m'a envoyé un message privé quelques secondes plus tard. Ton égoïsme extrême est en train de déchirer cette famille. J'espère que ton stupide petit travail sur ordinateur vaut la peine de perdre toute ta famille. J'ai répondu. Je ne perds pas ma famille. Je pose des limites avec des personnes abusives qui ne respectent ni moi, ni ma carrière, ni mes droits de propriété légaux. Elle a répliqué, les droits de propriété. C'est ça, la famille pour toi maintenant? Des termes juridiques, froids et stériles. Oui, maman, ai-je tapé en retour. Quand vous louez un gnôle pour essayer de voler ma maison, les termes juridiques deviennent extrêmement pertinents. J'ai immédiatement appelé un serrurier et payé 400 € pour faire changer chaque serrure et chaque verrou de fenêtre de ma maison. Ils avaient une clé de rechange datant d'il y a 2 ans, quand j'ai emménagé, et je ne prenais aucun risque. J'ai également mis à niveau mon système de sécurité, en ajoutant 4 nouvelles caméras 4K avec des projecteurs à suivi de mouvement. J'ai consulté un ami proche qui est avocat en droit immobilier. Il a ri, incrédule, confirmant qu'évidemment, ils n'ont aucun droit légal sur ma propriété. Cependant, il m'a fortement conseillé de documenter chaque SMS, email et interaction, m'avertissant que des personnes aussi délirantes escaladent souvent lorsqu'on leur refuse ce qu'elles veulent. Il avait raison. Mise à jour 2, 6 semaines plus tard honnêtement, je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus surréaliste ou délirante. J'avais complètement tort. Après ma dernière mise à jour, tout est devenu complètement silencieux pendant environ 2 semaines. J'ai bêtement baissé ma garde, pensant que ma famille avait enfin réalisé la réalité juridique de la situation et avait abandonné. En réalité, ils se regroupaient simplement dans l'ombre, planifiant ce que je ne peux décrire que comme une campagne de guerre psychologique, hautement coordonnée et implacable. Cela a commencé de manière discrète et passive-agressive. Ma mère a commencé à publier plusieurs fois par jour sur Facebook des articles sur la crise actuelle du logement et la beauté historique de la vie multigénérationnelle. Elle me taguait constamment dans des articles avec des titres comme « Pourquoi les milléniaux égoïstes devraient retourner vivre chez leurs parents » et « L'avidité cachée des propriétaires célibataires ». Elle laissait des commentaires sur ses propres publications, disant des choses comme « Si seulement certaines personnes comprenaient la vraie valeur de la famille ». Puis sont venus les appels de la famille élargie. Ma marraine, Suzanne, m'a appelé en pleurant. « Alex, ta mère a le cœur brisé. Elle veut juste que toute la famille soit réunie.
Est-ce que ça te tuerait, littéralement, de simplement envisager de vivre au sous-sol? Il y a une fenêtre. Mon oncle Joseph m'a appelé pour me faire la morale. De mon temps, la famille s'entraidait. Nous n'avions pas besoin de limites juridiques sophistiquées. Nous partagions ce que nous avions. Mon cousin Marc m'a envoyé un texto, « Mec, donne-leur la maison. Ce ne sont que des briques et du bois. Ça ne vaut pas tout ce drame. » J'ai tenu bon, répétant comme un disque rayé que ma maison n'était pas un bien commun et n'était absolument pas à discuter. C'est alors que la phase 2 a commencé. Sarah, ma belle-sœur, a lancé un compte Instagram public appelé @la vie en appart avec 3 enfants. Elle a commencé à documenter leur lutte tragique en haute définition. Elle publiait des vidéos en noir et blanc, très montées, des enfants partageant une minuscule chambre, sur fond de musique triste de Sarah McLachlan. Elle écrivait de longues légendes angoissantes sur le fait de tirer le meilleur parti de l'espace limité et d'enseigner la gratitude à ses enfants, même lorsque leurs propres parents refusent de leur donner les chambres qu'ils méritent. La section des commentaires était un véritable cloaque de membres de ma famille et d'amis de l'église de Sarah, offrant des prières et espérant qu'une solution miracle se présente bientôt. Ma mère répondait à chaque commentaire avec des messages critiques et manipulateurs comme « Dieu pourvoit toujours à ceux qui le méritent » et « Des solutions familiales existent pour ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur et leurs portes. » Pendant ce temps, je perdais lentement la tête. Le stress me rendait physiquement malade. Nous approchions d'un lancement de produits majeurs, à plusieurs millions d'euros, au travail, et je faisais des journées de 12 heures. Mon bureau à domicile était mon seul sanctuaire, un espace calme et dédié où je pouvais me concentrer sur du codage complexe sans distraction. La simple pensée de déménager dans le sous-sol humide de mes parents. De me battre avec mon père pour l'accès à la salle de bain et d'écouter leurs remarques sarcastiques constantes sur mon « faux travail sur Internet », pendant que je gérais une infrastructure de serveurs critiques était véritablement risible. Mais ma famille ne riait pas. Ils escaladaient activement. Il y a 3 semaines, je suis rentré d'une rare et rapide course à l'épicerie pour trouver ma pelouse avant complètement vandalisée. Mes parents étaient venus et avaient installé un immense panneau immobilier, imprimé par des professionnels, dans mon jardin. On pouvait y lire « Future maison de la famille David », grâce à la générosité de l'oncle Alex, avec des photos haute résolution de mes neveux et nièces souriants. Ils avaient même attaché des ballons à l'hélium festif à ma boîte aux lettres. Mes voisins se tenaient sur le trottoir, prenant des photos et chuchotant. J'étais mortifié. J'ai attrapé un couteau de cuisine, j'ai crevé les ballons, j'ai arraché le panneau du sol et je l'ai jeté à la benne. Mais le mal était fait. Sarah avait déjà posté des photos du panneau sur son Instagram avec la légende « Nous approprions notre nouvelle maison avec foi. Bénis la famille d'abord le plan de Dieu. » Les commentaires sur sa publication ont explosé. Des mères de son association de parents d'élèves m'appelaient un « frère ange ». Des gens que je n'avais jamais rencontrés discutaient de la beauté de mon geste, renonçant à mon « appartement de célibataire » pour les enfants. Je n'en pouvais plus. J'ai commenté sa publication, je ne renonce absolument pas à ma maison. C'est du harcèlement ciblé. S'il vous plaît, arrêtez de mentir à ces gens. Sarah a supprimé mon commentaire en moins de 30 secondes, mais pas avant d'en faire une capture d'écran et de la partager dans la discussion de groupe familial avec une douzaine d'émojis en pleurs, se lamentant, pourquoi est-il si incroyablement cruel avec les bébés? Le lendemain, mon père s'est présenté chez moi pendant que j'animais une présentation client en direct. Je l'ai vu sur ma sonnette vidéo. Il faisait le tour de ma maison avec un presse-papier, un mètre ruban et un bloc-notes, mesurant agressivement mes fenêtres. Je lui ai rapidement envoyé un texto, quitte ma propriété immédiatement. Il a répondu, j'aide juste David à planifier les rénovations des fenêtres à venir. Ignore-moi. Ça va être tellement beau. Je me suis excusé auprès de mon client, je suis sorti en courant et je l'ai trouvé agenouillé dans mes parterres de fleurs, creusant la terre et la mettant dans de petits sacs en plastique. Qu'est-ce que tu fous avec mes aménagements paysagers, ai-je exigé. Il n'a même pas levé les yeux. Sarah veut commencer un potager bio pour les enfants. Je prélève des échantillons de sol pour tester le pH. Ne t'inquiète pas, nous arracherons tous ces buissons inutiles la semaine prochaine. Quitte ma propriété avant que j'appelle la police, papa. Je ne te préviendrai plus. Il s'est finalement levé, époussetant la terre de ses genoux, et m'a regardé avec un regard plein de dégoût pur et total. Ton grand-père aurait tellement honte de l'homme que tu es devenu. Il a construit sa maison de ses 2 mains pour sa famille. Toi, tu achètes une maison avec de l'argent d'ordinateur bidon,
et tu ne veux même pas la partager avec ton propre frère. Papy respectait le travail acharné et la propriété, ai-je rétorqué. Il avait un vrai travail avec ses mains, et j'ai un vrai travail avec mon cerveau. Pars, maintenant. Il s'est dirigé vers son camion, mais pas avant de crier, le sous-sol est fini, Alex. Ta mère a choisi un joli beige accessible pour les murs. C'est très apaisant pour tes petites angoisses. Mais la semaine dernière, nous avons atteint un niveau entièrement nouveau, et terrifiant. Je me suis réveillé, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour récupérer un colis et j'ai trouvé un cadenas de sécurité en métal robuste, fixé sur ma poignée de porte. Le genre exact que les agents immobiliers utilisent pour stocker les clés de rechange pour les visites. J'ai immédiatement appelé ma mère, le sang bouillonnant. Oh, super, tu l'as vu, a-t-elle gazouillé joyeusement au téléphone. Nous avons pensé que ce serait tellement plus simple pour la grande transition. David et Sarah peuvent commencer à déménager leurs petits cartons dans le garage lentement pendant que tu travailles, comme ça tu n'auras pas à être dérangé pour leur ouvrir la porte. Vous avez mis un cadenas sur ma porte, ai-je hurlé. Êtes-vous folle? Oh, Alex, arrête d'être si dramatique. Le code, c'est ta date de naissance. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes une famille. J'ai raccroché, je suis allé dans mon garage, j'ai attrapé mon coupe-boulon, j'ai sectionné net le cadenas de ma porte et je l'ai jeté à la poubelle. Puis j'ai appelé ma compagnie de sécurité et je leur ai fait installer des alarmes périmétriques qui alertent mon téléphone dès que quelqu'un met le pied sur mon allée. 2 jours plus tard, une enveloppe d'aspect officiel est arrivée dans mon courrier. Elle provenait d'un cabinet d'avocat local. Mon estomac s'est complètement noué. Essayait-il vraiment de me poursuivre en justice pour ma maison? Non. C'était, d'une certaine manière, bien pire et bien plus délirant. Il s'agissait d'un avis juridique formel, tapé à la machine. Indiquant que mes parents désignaient officiellement une partie de 28 mètres carrés de leur sous-sol comme unité de logement locatif, et qu'ils s'attendaient à ce que je signe le contrat de location ci-joint, pour maintenir l'harmonie familiale et établir les limites d'adulte claires que vous avez demandées. J'ai lu les termes du bail, absolument horrifié. Clause 1, le loyer serait de 450 € par mois, noté comme étant généreusement inférieur au prix du marché. Clause 2, l'accès à la salle de bain des invités à l'étage me serait accordé strictement entre 6h et 8h, et entre 18h et 20h. Clause 3, les privilèges de cuisine nécessitaient un préavis écrit de 24 heures, et il m'était interdit de cuisiner des aliments odorants qui pourraient perturber le visionnage de la télévision de mon père en soirée. Clause 4, une politique stricte d'heures de silence, imposant un silence absolu après 21h. Clause 5, aucun invité pour la nuit sans l'approbation préalable des propriétaires, mes parents, 48 heures à l'avance. Clause 6, une clause de droit de préemption, stipulant que si je décidais d'abandonner mon entêtement, ils avaient le droit de saisir la valeur nette de ma maison actuelle pour payer les futurs frais d'entretien de David. Ils essayaient, sincèrement et sérieusement, de formaliser ma vie dans leur sous-sol humide en tant que locataire payant un loyer et soumis à des restrictions, pendant que mon frère vivrait, sans aucun loyer, dans ma magnifique maison de 4 chambres. J'ai scanné le document et j'ai transféré l'intégralité du PDF à mon ami avocat. Il m'a appelé 5 minutes plus tard, riant si fort qu'il en était presque essoufflé. Il a littéralement dû me mettre en attente pour reprendre son souffle. Quand il est finalement revenu en ligne, il a dit, « Alex, mon Dieu, encadre ça. Imprime-le sur du papier de qualité. Encadre-le et accroche-le à ton mur comme un rappel quotidien que, parfois, la famille est absolument et cliniquement folle. » Ce bout de papier a moins de poids juridique qu'une serviette en papier sur laquelle on a dessiné avec des crayons de cire. Malgré l'absurdité, le barrage constant de stress affectait gravement mes performances au travail. Je manquais de petits détails dans les revues de code et j'étais distrait pendant les réunions critiques. Ma manager, Chloé, m'a pris à part pour un appel vidéo privé et m'a doucement demandé si tout allait bien. J'ai complètement craqué. Assis dans mon bureau, j'ai sangloté, lui racontant toute cette saga psychotique. Elle a écouté en silence, stupéfaite, la mâchoire tombant de plus en plus bas à chaque détail que je partageais. Alex, a-t-elle dit finalement, la voix incroyablement sérieuse. Je vais dire quelque chose qui dépasse peut-être mes prérogatives en tant que ta chef, mais tu dois l'entendre. As-tu déjà envisagé que ta famille est profondément et fondamentalement abusive? Je me suis figé. J'étais tellement concentré sur la logistique de la défense de ma maison que je n'avais pas pris de recul pour voir le schéma massif et flagrant.
Le mépris de toute une vie pour mon intelligence et ma carrière, la violation constante de mes limites personnelles, les campagnes d'humiliation publique sur les réseaux sociaux, la manipulation émotionnelle extrême, le mépris complet et total de mon autonomie en tant qu'être humain. Prends des congés, a ordonné Chloé doucement. De vrais congés. Concentre-toi sur la finalisation de ce lancement de produit cette semaine, puis prends une semaine complète de congés payés pour réfléchir à tes prochaines étapes. Et Alex, si tu as besoin de déménager pour t'éloigner de cette folie absolue, fais-le-moi savoir. Notre entreprise couvrira les frais de déménagement. Ton travail est réel. Tes compétences sont incroyablement précieuses, et tu es important pour nous. Ne laisse personne te dire le contraire. Cette nuit-là, j'ai pris la décision la plus difficile mais la plus nécessaire de ma vie. J'ai parcouru mon téléphone et j'ai systématiquement bloqué mes parents, David et Sarah, sur toutes les plateformes, numéros de téléphone, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn et email. J'ai envoyé un dernier message de masse à la discussion de groupe de la famille élargie. Ma carrière est réelle. Ma maison est la mienne. Je ne déménagerai pas dans un sous-sol. Je ne renoncerai pas à ma propriété pour répondre au choix de vie de David. Toute personne qui continuera à me harceler, à me traquer ou à m'importuner à ce sujet sera définitivement coupée de ma vie. Ce n'est pas une négociation. Au revoir. Puis j'ai quitté la discussion et je les ai tous bloqués, eux aussi. La paix a été instantanée. Plus de téléphone qui vibre, plus d'alertes de sonnette, plus de publications Facebook passives-agressives à faire défiler. Juste un silence total et bienheureux. Je me suis entièrement plongé dans mon travail. J'ai terminé le lancement du produit sans accroc. Mon équipe a absolument pulvérisé nos objectifs trimestriels. Chloé a proposé mon nom pour une promotion majeure. J'étais assis dans mon magnifique bureau à domicile, regardant mes parquets restaurés, avec le sentiment de pouvoir enfin respirer profondément pour la première fois depuis des mois. Bien sûr, la paix n'a pas duré. Une illusion aussi profonde ne disparaît pas tranquillement, ce qui m'amène à la mise à jour finale. Mise à jour 3, finale, 4 mois plus tard, j'ai longtemps hésité avant d'écrire cette dernière mise à jour. Mais étant donné le nombre d'entre vous qui m'ont soutenu pendant les moments les plus sombres de cette épreuve, je pense que vous méritez tous de savoir comment cette saga insensée s'est terminée. Après avoir bloqué toute ma famille, j'ai profité d'environ 2 mois d'une paix incroyable et ininterrompue. J'ai obtenu cette promotion au travail, bonjour, ingénieur cloud principal, avec une augmentation de salaire massive, et j'ai finalement commencé à voir un thérapeute pour déballer des décennies de comportements toxiques et méprisants que j'avais normalisés. Mon thérapeute, le Dr Evans, m'a aidé à comprendre la dynamique profondément enracinée de l'enfant en or contre le bouc émissaire. Mes parents avaient toujours minimisé mes réussites pour que David reste à l'aise. Quand j'avais d'excellentes notes, c'était normal. Quand j'ai eu une bourse complète pour l'université, j'avais juste eu de la chance. Ma carrière hautement technique à 6 chiffres, c'était juste jouer avec les ordinateurs. Rien de ce que je faisais n'était valable, à moins de correspondre parfaitement à leur définition étroite et manuelle du succès. Et mon seul but, à leurs yeux, était de servir de filet de sécurité pour les choix de vie de David. Je pensais que les 2 mois de silence signifiaient qu'ils avaient enfin accepté la réalité juridique. J'étais d'une naïveté incroyable. 8 semaines après le début du silence radio, j'ai reçu une lettre recommandée par la poste, exigeant ma signature. À l'intérieur, il y avait une pile massive de papiers intitulés « Avis d'intervention familiale formelle ». C'était un document juridique complètement fabriqué que mes parents avaient rédigé et fait tamponner par un notaire, pensant que le tampon le rendait légalement contraignant. L'avis d'intervention comprenait 1. Une demande d'évaluation psychiatrique obligatoire, affirmant que mon refus d'abandonner ma maison était la preuve d'un trouble de la personnalité antisociale grave. 2. Un calendrier de thérapie familiale obligatoire avec un thérapeute spécialisé dans l'addiction aux jeux vidéo et à Internet, car, de toute évidence, travailler dans le secteur de la tech signifie que je suis gravement accro aux jeux vidéo. 3. Un calendrier strict proposé pour la transition résidentielle, dictant exactement quel jour j'étais autorisé à emballer mes affaires. 4. 4 photos glacées imprimées en 20x25 de l'appartement du sous-sol terminé, avec un tapis bon marché et une porte ornée d'une plaque en plastique sur laquelle était gravé « Chambre d'Alex ». Mais la partie la plus terrifiante, le clou du spectacle, ils avaient obtenu un formulaire de procuration vierge,
l'avaient pré-rempli avec leur propre nom et y avaient joint une lettre citant de « profondes inquiétudes quant à la capacité de décision et au déclin mental d'Alex » à la lumière de son récent comportement irrationnel d'accumulation. Il préparait le terrain pour essayer de me faire déclarer mentalement inapte, afin de pouvoir prendre légalement le contrôle de mes biens et céder ma maison à David. Cette fois, je n'ai pas ri. J'ai vu rouge. J'ai immédiatement contacté un avocat très puissant, spécialisé en droit des successions et en contentieux. Je lui ai versé une provision conséquente et il a rédigé une lettre de mise en demeure, si incroyablement agressive et fermement formulée qu'elle aurait pu décaper la peinture d'une voiture. Elle stipulait explicitement que toute tentative ultérieure d'accéder à ma propriété, de revendiquer des droits sur ma maison, de contacter mon employeur ou de remettre en question ma capacité mentale entraînerait des poursuites civiles immédiates et dévastatrices, ainsi que des accusations pénales de harcèlement. La réponse que nous avons reçue n'est pas venue de mes parents. Elle est venue du frère de Sarah, qui se trouve être un avocat de bas étage spécialisé en divorce. Il a envoyé un email affirmant que la lettre de mon avocat était inutilement hostile et agressive, et a suggéré que nous nous asseyions tous pour une médiation professionnelle afin de résoudre la situation de logement familial commun. La situation de logement familial commun. Comme si mon bien immobilier personnel et privé était un jardin communautaire partagé, attendant d'être divisé. Mon avocat m'a conseillé de ne pas répondre. Au lieu de cela, j'ai renforcé la sécurité. J'ai fait installer un film anti-effraction sur toutes mes fenêtres du rez-de-chaussée, j'ai ajouté une gâche renforcée à ma porte arrière et j'ai configuré mes caméras pour qu'elles enregistrent 24 juillet sur un serveur cloud sécurisé. Dieu merci, je l'ai fait. 2 semaines plus tard, à exactement 3h14 du matin un mardi, l'alarme de mon système de sécurité a commencé à retentir, m'alertant d'un mouvement dans mon jardin clôturé. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant dans ma gorge, et j'ai attrapé mon téléphone pour vérifier les flux des caméras en direct. Là, en vision nocturne infrarouge d'une clarté cristalline, se trouvait mon frère David, tenant un énorme pied de biche en acier, essayant activement de forcer ma porte-fenêtre. Juste derrière lui, faisant le guet et tenant une lampe de poche, se tenait Sarah. Mon propre frère, de mon propre sang, tentait de s'introduire chez moi au milieu de la nuit. Je n'ai pas hésité. Je ne les ai pas interpellés. J'ai immédiatement composé le 911, j'ai dit à l'opérateur qu'un cambriolage était en cours avec 2 suspects à ma porte arrière, et je me suis enfermé dans ma salle de bain principale. La police est arrivée en moins de 4 minutes. 3 voitures de patrouille ont envahi ma propriété. Regarder toute la scène se dérouler en direct sur mes caméras de sécurité a été l'expérience la plus surréaliste et la plus déconnectée de ma vie. Les policiers ont sorti leurs armes, ont braqué d'énormes projecteurs dans le jardin et ont ordonné à David de lâcher le pied de biche. Il l'a laissé tomber instantanément, levant les mains en l'air. Alors que les officiers plaquaient agressivement David contre le mur de briques de ma maison pour le menotter, je pouvais l'entendre crier à travers le micro des caméras, « Attendez! Arrêtez! C'est une affaire de famille. C'est un malentendu. Nos parents ont dit que c'était d'accord. C'est notre maison. On essaie juste de mesurer la cuisine. » Sarah sanglotait hystériquement, hurlant aux policiers qu'il traumatisait une mère de 3 enfants. Je suis descendu, j'ai ouvert la porte arrière et j'ai calmement confirmé aux policiers que j'étais le propriétaire de la maison, que je vivais seul, et que je voulais absolument porter plainte. David et Sarah ont été arrêtés sur le champ pour tentative d'effraction, violation de propriété privée et destruction de biens privés. Mes parents les ont fait sortir de la prison du comté le lendemain après-midi. Comme j'avais bloqué leur numéro, ma mère est allée chez mes voisins, pleurant hystériquement, et a supplié d'utiliser leur téléphone. Elle m'a appelé en hurlant si fort que le haut-parleur du téléphone a grésillé. « Monstre! Tu as ruiné la vie de ton frère. Tu as traumatisé ces bébés innocents en faisant enfermer leurs parents dans une cage comme des animaux. » Pour information, les enfants n'étaient pas là. Ils séjournaient chez la mère de Sarah, de l'autre côté de la ville. La mère de Sarah, comme je l'ai appris plus tard, était la seule personne saine d'esprit qui restait dans leur cercle et avait catégoriquement refusé de participer à leur complot insensé de redistribution de maisons. La tentative d'effraction a été mon point de rupture absolu. La maison que j'avais aimée, la maison que j'avais restaurée avec soin, était complètement souillée. Je ne pouvais plus dormir. Chaque fois que le vent soufflait, je pensais que quelqu'un arrivait avec un pied de biche. J'ai appelé Chloé au travail. « J'ai besoin de ce déménagement », lui ai-je dit. En 48 heures,
j'ai engagé une société de déménagement haut de gamme et discrète. J'ai contacté un agent immobilier impitoyable. J'ai mis ma maison sur le marché en tant que vente privée, hors marché. J'ai accepté la généreuse prime de relocalisation de mon entreprise pour déménager à Bozeman, dans le Montana, à 3200 km de là, niché dans les montagnes, loin de quiconque partageant mon ADN. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. En raison du marché immobilier fou d'Atlanta, ma maison s'est vendue en exactement 4 jours pour 60 000 € de plus que le prix demandé, entièrement en espèces, à un charmant jeune couple qui appréciait réellement les détails artisanaux historiques que j'avais restaurés. La date de clôture a été fixée à un délai rapide de 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, alors que j'emballais secrètement toute ma vie dans des cartons au cœur de la nuit, l'ultime crise de ma famille a été spectaculaire et terrifiante. Ma mère s'est présentée à ma porte d'entrée avec un prêtre catholique, tentant de faire une bénédiction de la maison pour purifier la propriété de l'avidité, et la préparer à la transition familiale. J'ai appelé les flics et je les ai fait expulser pour violation de domicile. Mon père s'est rendu au bureau du greffier du comté et a tenté de déposer un privilège d'entrepreneur complètement frauduleux sur mon titre de propriété, affirmant que je lui devais 40 000 € pour les frais d'éducation d'enfance et un loyer rétroactif pour l'utérus. Le greffier lui a ri au nez et l'a chassé du bâtiment. Sarah, en liberté sous caution, a lancé une page GoFundMe intitulée « Aider les enfants déplacés dont l'oncle cruel les a abandonnés ». Elle a récolté exactement 140 € avant que la plateforme ne ferme la campagne pour fraude. David a été officiellement licencié de son poste de direction parce qu'il avait manqué plusieurs quarts de travail pour traquer ma maison et s'asseoir dans sa voiture au bout de la rue, surveillant mon allée. J'ai documenté chaque acte insensé. Mon avocat constituait un dossier massif et blindé pour des ordonnances restrictives permanentes et multi-États. La veille de ma date de clôture officielle, mes parents ont fait un dernier jeu désespéré et apocalyptique. J'étais déjà à Bozeman, dans le Montana. J'avais traversé le pays en voiture pendant 3 jours. Ma maison à Atlanta était complètement vide, résonnante et aspirée. Mon ancien voisin m'a appelé, paniqué. « Alex, tes parents sont là. Ils ont un énorme U-Haul, des coupe-boulons et un type qui ressemble à un serrurier louche. Ils essaient de percer la serrure de ta porte d'entrée. » Ils s'étaient présentés en prétendant avoir des droits de locataires squatteurs, parce qu'ils avaient établi leur résidence. Comment ? En s'envoyant illégalement plusieurs cartes postales à mon adresse au cours du dernier mois et en les pêchant dans ma boîte aux lettres. J'ai fait une conférence téléphonique avec le commissariat de police local et mon agent immobilier tout en étant assis sur le balcon de mon nouvel appartement avec vue sur la montagne, regardant le flux en direct sur mon iPad. Cette fois, la police n'a pas plaisanté. Quand ils sont arrivés, mon père a tenté de se battre avec l'un des officiers, brandissant une paire de coupe-boulons. Ma mère a essayé de s'enchaîner à la rampe du porche. Mes 2 parents ont été arrêtés violemment pour destruction de biens criminels, violation de propriété privée et agression sur un officier de police. Les derniers documents de clôture ont été signés électroniquement pendant que mes parents étaient assis dans une cellule de garde à vue stérile à la prison du comté. L'argent a été viré sur mon compte en banque. La maison appartenait officiellement au charmant jeune couple. Le temps que mes parents paient leur caution et soient libérés, j'étais à plusieurs états de là. J'ai changé complètement de numéro de téléphone. J'ai effacé mon empreinte numérique. Ma seule adresse de réexpédition est une boîte postale sécurisée gérée par une société de protection de la vie privée. C'était il y a environ 2 mois. J'ai eu quelques nouvelles par des voies détournées, via ma marraine qui est finalement sortie de son illusion et a réalisé à quel point mes parents agissaient de manière insensée. Elle me tient au courant par email. Le stress, les accusations criminelles et l'humiliation pure et simple de la situation ont complètement brisé la famille. David et Sarah sont actuellement en plein divorce, vicieux et chaotique. Les frais juridiques de leur tentative d'effraction ont épuisé leurs maigres économies. Mes parents font face à des frais juridiques ruineux pour leurs propres arrestations. Ils racontent actuellement à quiconque veut bien les écouter que j'ai malicieusement vendu le domaine familial historique, par pure méchanceté pour punir les bébés. Cerise sur le gâteau, ce sous-sol inachevé dans lequel ils étaient si désespérés de me fourrer, ils ont contracté un prêt à taux d'intérêt élevé pour le finir, s'endettant de 18 000 €. Il est maintenant complètement vide. Le compte Instagram de Sarah a complètement disparu après que des centaines de personnes l'aient signalé pour harcèlement, fraude et exploitation d'enfants. Ma nouvelle vie dans le Montana est d'une paix à couper le souffle. Mon nouveau bureau à domicile a une immense baille vitrée qui donne sur les montagnes aux sommets enneigés.
L'air est vif. Mes nouveaux voisins m'apportent du pain au levain fraîchement cuit au lieu de pieds de biche. Ma famille n'existe tout simplement pas ici. Je suis toujours en thérapie hebdomadaire intensive, pour gérer la lourde culpabilité et le profond chagrin d'avoir perdu toute ma famille. Je les pleure, mais pas parce qu'ils sont morts. Je les pleure parce que cette situation les a finalement forcés à enlever leur masque et à révéler exactement qui ils ont toujours été. Ils ne m'ont jamais vu comme un fils, un frère ou un être humain. Ils me voyaient strictement comme une ressource financière, un morceau de viande à découper et à redistribuer pour faciliter la vie de David. Mon thérapeute m'a demandé la semaine dernière si j'avais des regrets sur la façon dont tout s'est déroulé. Je suis resté silencieux pendant un long moment, y réfléchissant vraiment. J'ai réalisé que je n'ai qu'un seul regret. Je regrette de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Les signes flagrants ont toujours été là, chaque réussite d'enfance minimisée, chaque limite constamment repoussée, chaque succès massif recadré comme de la pure chance ou comme de l'égoïsme de ma part de ne pas partager le butin. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir gardé ma maison. Je ne regrette pas d'avoir appelé la police et de les avoir regardés se faire arrêter. Je ne regrette pas d'avoir secrètement vendu la propriété. Je ne regrette pas d'avoir déménagé à 3200 km dans les montagnes. Je ne regrette pas d'avoir choisi ma propre paix, ma propre santé mentale et ma propre vie plutôt que leurs droits chaotiques et toxiques. Pour tous ceux qui lisent ceci et qui font actuellement face à une famille toxique, une famille qui ne respecte pas votre carrière, qui se moque de vos choix, qui piétine constamment vos limites, ou qui considère votre succès comme leur tirelire personnel, vous n'êtes pas fou. Vos sentiments sont valides. Votre travail est réel. Votre maison est la vôtre. Votre vie vous appartient, et à personne d'autre. Et parfois, le meilleur prix, le plus nécessaire, que vous puissiez payer pour une paix éternelle, c'est la distance. Une distance massive et infranchissable. Je suis toujours un architecte principal d'infrastructure cloud. Je travaille toujours de chez moi. Et maintenant, je le fais à des milliers de kilomètres d'agresseurs toxiques qui pensent que travailler sur un ordinateur me rend moins méritant du respect humain de base. C'était la meilleure et la plus libératrice décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Dernier édit, comme ma boîte de réception explose, je veux aborder quelques derniers points. Oui, je suis en rupture de contact strict et je le resterai pour le reste de ma vie. Non, je ne prévois jamais de me réconcilier, même s'ils s'excusent, ce qu'ils ne feront pas. Oui, je suis incroyablement heureux, en bonne santé et je m'épanouis dans le Montana. Et au commentateur hilarant qui m'a envoyé un message pour me demander si le sous-sol vide de 18 000 € de mes parents est actuellement disponible à la location pour 450 € par mois, j'ai sincèrement ri aux éclats pendant 5 bonnes minutes. Merci pour ça. À tous mes collègues télétravailleurs, votre travail est réel. Votre argent est réel. Ne laissez personne, surtout pas votre propre famille, vous dire le contraire. Salut à tous.